The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime to have you in my world. Bonjour à tous, bonjour Anne et bienvenue à toi ainsi qu'à nos auditeurs dans le podcast Give Back. Pour les personnes qui me suivent déjà depuis pas mal d'années, j'ai lancé le podcast Projecteur Anonyme en 2023 dans lequel j'ai déjà interviewé pas mal de personnes, un développeur web, créatrice UGC, consultant ou encore investisseur. Et voyez cet épisode comme annonçant un nouveau chapitre, une renaissance pour ce podcast qui est resté un moment en retrait. Une nouvelle DA, de nouveaux invités et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux à nous retrouver autour de celui-ci. Comment vas-tu Anne? Quel honneur pour moi de te retrouver et de te recevoir aujourd'hui, de pouvoir discuter de ton parcours, de tes projets. Et je pense en fait que chaque histoire mérite d'être racontée. Qu'en penses-tu? D'abord, merci beaucoup de m'inviter. C'est un plaisir et un honneur partagé également. Et effectivement, parler des sujets qui sont passionnants comme les femmes et particulièrement la position de celles-ci dans la société, merci dans tous les cas d'y consacrer du temps et de l'énergie. Nous ne sommes pas trop dans ce monde qu'est le nôtre pour pouvoir agir vis-à-vis d'elles. Ça, avec grand plaisir. Il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir aborder durant notre échange. Alors, avant de me pencher sur ton parcours et ton histoire, tu m'as contacté par mail juste pour poser un petit contexte. Tu m'as contacté par mail pour me proposer de découvrir ton livre que nous allons d'ailleurs voir aujourd'hui. Rebelles, elles sont vos coachs. Alors, toutes les informations concernant le livre d'Anne seront disponibles en description et il y aura une petite image qui va apparaître ici également. Publié en novembre 2024, dans lequel tu retraces la vie de 4 femmes aux personnalités exceptionnelles et au parcours également incroyable et très intéressant. De ce livre, tu fais bien plus que nous partager d'ailleurs leur histoire, puisque tu nous fais part du contexte historique et social dans lequel elles ont évolué et elles ont grandi, ainsi que finalement les difficultés auxquelles elles ont été confrontées. Mais surtout, ce que j'ai trouvé d'ailleurs particulièrement intéressant, c'est qu'à l'aide de tes connaissances et de tes compétences, on a pu également être confronté au domaine de la neuroscience et donc de décortiquer leur comportement face aux différentes épreuves qu'elles ont rencontrées. Tu as fait de leur histoire finalement une histoire intemporelle car encore aujourd'hui, bien que le contexte ait évolué, on peut s'inspirer d'elles pour évoluer à l'échelle individuelle. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, Anne? Et je m'appelle Anne, Anne Vermès. Voilà, j'ai depuis plus de 25 ans, grâce peut-être aussi au parcours de vie, j'ai décidé d'orienter ma vie vers ce qui me motivait profondément, c'est-à-dire à la fois la compréhension de l'élément, du facteur humain, c'est-à-dire de nos comportements humains, qui sont quand même voilà, des éléments clés pour essayer d'interagir d'abord avec les autres et puis même de comprendre son monde, le monde dans lequel on est, donc le monde dans lequel il va. Donc premièrement, donc cette passion de l'humain et le deuxièmement, depuis l'enfance, hein, je suis passionnée d'histoire, mais une histoire qui nous aide peut-être à prolonger nos lignes de vie dans le présent, à comprendre ce qui se passe, et donc pas au sens figé, même si c'est important d'avoir des dates et des bases, je dirais déjà plus chronologiques pour bien se situer, mais c'est surtout voilà ces leaders de l'histoire. Donc j'ai été chercher depuis 25 ans avec une équipe d'historiens toutes les leaders, leaders, donc ces personnes qui ont fait l'histoire et qui finalement se sont retrouvées confrontées souvent aux mêmes difficultés, c'est-à-dire comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on fédère des individus autour de projets. Donc cette double passion, j'ai décidé il y a 23 ans d'en faire un modèle presque économique. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Trade Union, bien sûr, Inspiré pour agir, qui donc accompagne à la fois des groupes dans le monde des grandes entreprises françaises et européennes, donc dans des moments de rupture, on peut dire, de transformation. Comment est-ce que le facteur humain, en tous les cas, c'est une conviction qui est ancrée dans l'expérience, sans l'accompagnement du facteur humain, souvent, les grandes envolées, les grandes stratégies sont souvent conduites et souvent conduisent vers parfois des échecs.
Et puis j'accompagne aussi, des individus, des femmes principalement dans des phases un peu de là encore de questionnement de vie, puisque je suis coach comportementaliste, c'est-à-dire j'ai été formée à l'approche neurocognitive et neurocomportementale. Alors en 2 mots, c'est Jacques Fradin qui est le président du GIECO, du GIEC du comportement, qui, a développé cette approche qui nous permet à partir des connaissances neuroscientifiques de comprendre je dirais les gouvernances mentales, c'est-à-dire ce qui nous pilote dans nos actions, dans nos décisions. Voilà, donc ça fait maintenant plus d'une bonne vingtaine d'années que je me passionne et que j'accompagne, donc à la fois des individus et des groupes. Et j'imagine que lorsque l'on accompagne, justement les personnes dans leur développement, on est sans cesse dans l'actualité. On va parler notamment des générations aujourd'hui avec, par exemple, le monde du travail et leur rapport au monde du travail. Donc il y a des thématiques qui sont toujours remises en avant, remises en question et qui justement t'invitent toi à peut-être actualiser tes connaissances et tes compétences. Bien sûr, en fait, le mot du enfin le management, a été véritablement, commencé à être, considéré en fait dans le début de la révolution industrielle quand il a fallu finalement orchestrer des productions de haut niveau et en nombre important. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il est pas il est comment est-ce qu'on peut le renouveler? Et moi, ça a été vraiment une approche intéressante, c'est que d'avoir des concepts, c'est intéressant, mais ce que j'ai trouvé plus utile, enfin tout à fait utile, c'est de pouvoir faire vivre les choses. Et quand on a à la fois la profondeur de l'histoire, où finalement on est dans des contextes souvent, bien sûr très différents de ceux que nous traversons, mais c'est finalement comment, on peut s'inspirer de ces histoires, vraiment de ces épopées humaines. Ça donne en fait un sens, ça donne souvent de la réassurance, ça permet, finalement de comprendre avec ses sens et avec ses émotions, des concepts qui peuvent être parfois un peu, je dirais déconnectés, un peu secs, un peu même, relativement conceptuel et donc assez éloigné et donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a intéressée, c'est comment renouveler, les approches de formation management par une incarnation qui tire de l'histoire, mais sur laquelle ensuite ça nous permet de s'interroger, de progresser sur les différentes, idées, thématiques du management, de faire preuve, d'initiative et de créativité. Donc c'est ce pont-là, comment, justement je dirais les leaders de l'histoire, ceux qui nous ont précédés, peuvent devenir des mentors et des coachs, non pas pour refaire ce qui a été fait, ça c'est du passé, mais pour décoder des comportements, s'inspirer, tout en restant soi-même et en ayant la possibilité d'interagir avec son environnement qui, bien sûr, est bien différent de celui qui a été le cadre de ces personnes, puisque j'ai modélisé, moi, plus de 150 personnes de l'histoire, hein. Cette volonté justement que tu nous partages, Anne, elle nous a vraiment été transmise à travers, ton livre et on en reparlera un peu plus tard. Mais j'aimerais retourner sur un point de ton parcours, qui est d'ailleurs très intéressant, très diversifié aussi. Parce que avant de t'intéresser alors corrige-moi, n'hésite pas, mais avant de t'intéresser au management, il me semble que tu as été dans le tourisme, c'est ça? C'est ça, oui, j'ai fait, en fait, une formation, assez, on va dire, assez pluridisciplinaire, hein, j'ai fait Sciences Po et donc le troisième, enfin, à l'époque, nous, on appelait ça le troisième cycle, c'est-à-dire Sciences Po Urbain, donc à la base, une formation sciences politiques et urbanisme. Et effectivement, je me suis intéressée, au développement des territoires, principalement donc autour de notre grand vecteur en France, qui est quand même nous sommes leader, mondial depuis de longues années du tourisme. Et donc c'est effectivement j'ai travaillé en termes d'aménagement du territoire du tourisme, donc avec, des mises en tourisme de ville, avec des plans d'aménagement. Donc je me suis beaucoup intéressée à ça, pour, entre autres au moment clé où nous avions, l'opportunité d'avoir, l'installation des parcs Disney et c'était toute la question était en quoi ces parcs-là peuvent-ils nourrir, irriguer et développer les territoires, dans lesquels ils s'installent et donc ça a été effectivement la source de beaucoup de c'est là où j'ai vraiment travaillé dans une dynamique interculturelle, très transverse, vraiment focus sur le pilotage de projet. Voilà et c'est donc pas un hasard qu'après dans les formations que j'ai pu mettre en place, celle de la conduite du projet dans des approches à la fois humaines, innovantes et puis d'intelligence collective, ça fait vraiment partie de mes grands sujets, à la fois d'études et de formation. Et justement après avoir été, chef, c'est ça,
Oui, j'étais directrice générale adjointe du tourisme sur un département, donc le département de Seine-et-Marne et puis ensuite effectivement, voilà, je me suis occupée de communication, de marketing, jusqu'à, créer mon entreprise, voilà, il y a en début des années 2000. Donc ça fait déjà un certain temps. Il y a une expérience, notamment, ton apparition dans un TED, Paris Université que je trouve hyper inspirant. J'aimerais bien qu'on fasse une petite pause sur cette expérience et que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé, comment tu as été contactée, est-ce qu'il y a eu, parce que c'est un peu un monde à part, on a l'impression qu'on peut pas trop y accéder et là j'ai cette chance de pouvoir, en parler avec toi. Alors, c'était effectivement, donc, bon, c'était les débuts de TED, hein, j'imagine que tes auditeurs connaissent bien, mais c'est effectivement ce principe de pouvoir partir de l'expérience vécue sur un sujet en 12 minutes et ce qui les intéressait à l'époque, c'était sur, cette histoire que j'ai beaucoup utilisée, sur la façon dont les bâtisseurs de cathédrales pouvaient finalement nous donner des clés pour comprendre ce qu'est une entreprise apprenante parce que fondée sur, la transmission, fondée sur la dynamique d'innovation, de développement individuel au service d'un projet collectif et ce, sur une longue période puisque si on prend l'exemple des cathédrales, en 3 siècles, ils ont quand même bâti plus de 80 cathédrales. Donc, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'ils partent toujours ils cherchent véritablement à créer cette, émotion, cette espèce d'étincelle qui part du vécu de la personne. C'est-à-dire que justement là, on n'évoque pas des concepts, c'est plutôt la façon dont, à un moment donné, ça a changé sa vie et effectivement, il m'avait contactée parce que, bah, j'ai voilà, c'est cette expérience de visite de cathédrale, voilà, j'en ai fait vraiment un élément phare de mes propositions et j'avais eu la chance d'avoir quelqu'un qui effectivement cherchait une forme de conclusion de l'ensemble de ce TEDx et comme effectivement je connaissais bien cette histoire qui, à la fois rassemblait tout ce qu'on pouvait imaginer du meilleur du passé et se projetait sur l'innovation puisque ça a été vraiment une entreprise innovante puisque c'est le début de l'art gothique et donc il m'avait, alors c'est très intéressant, c'est très modélisé, hein, c'est-à-dire vous devez voilà, on doit vraiment partir de son vécu, d'en tirer en fait partir de son vécu et d'en tirer des éléments peut-être un peu conceptuels et de synthèse, et donc avec, toute une logique d'entraînement, hein. Ils sont rien n'est fait, on est bien dans le monde américain, donc rien n'est fait au hasard. Il faut quand même rester tout à fait dans les cadres, ce que je n'ai pas totalement fait, mais ça voilà, ça leur a plu et surtout sur l'idée de ces fameuses 12 minutes où en 12 minutes, on doit pouvoir donner l'essentiel. Bon, à l'époque, quand j'étais étudiante à Sciences Po, les grands oraux devaient se faire en 12 minutes, donc j'avais une petite habitude du sujet, voilà. Est-ce qu'au niveau, professionnel, tu as vu un avant-après TED? En termes d'opportunités? Non, clairement non, non, parce que bon, non, c'était pas, alors certains effectivement se sont intéressés, m'ont connecté, on s'est connecté par réseau, mais ça a pas c'est pas enfin si tu évoques derrière un levier, d'intérêt ou de business, non. Mais ça a été une expérience assez intéressante parce que du coup, on était toute la communauté, voilà, on a tous travaillé là-dessus. C'est quand même ils te demandent de venir plusieurs fois pour t'entraîner. Bon, après, selon la nature, de ton expérience, tu as plus ou moins d'entraînement, et enfin, il te demande plus ou moins de répéter ou pas, ça c'est assez intéressant, mais c'était surtout, cette expérience avec des gens, largement plus jeunes que moi d'ailleurs, donc une communauté un peu je dirais de jeunes entrepreneurs, et qui étaient quand même on les sentait très satisfaits de pouvoir livrer avec une forme de simplicité et d'émotion, le contenu de leur, parcours. Aujourd'hui, ça fait bientôt 25 ans que tu as lancé Trait d'Union, donc il y a un projet pourtant entrepreneurial, hein. C'est, quelque chose dont on parle beaucoup, c'est aujourd'hui presque vendu comme un rêve aux nouvelles générations, et bah, du coup, ça fait effet puisque c'est une vocation qui intéresse de plus en plus. D'après Forbes, près de 84 des membres de la génération Z, donc des personnes qui sont nées après 1990, souhaitent fonder leur propre entreprise à l'avenir. Et un constat en France a été réalisé, puisque d'après Legal Place, 50% des nouveaux entrepreneurs en France ont moins de 32 ans. Est-ce que tu penses, Anne, que l'on vend un mythe aux jeunes générations? Alors, c'est comme tout l'entrepreneuriat, je reprendrai une formule qui ne date pas d'hier, vient de l'époque de notre grand siècle, donc le XVIIe siècle, où Louis XIV demandait à Colbert: «Qu'est-ce qu'un entrepreneur?»
Et celui-ci, il lui a fait une réponse qui, moi, a piloté toute ma vie d'entrepreneur et c'est pas parce que j'ai un âge certain que je continue à entreprendre d'ailleurs, parce que c'est une énergie, en fait. L'entrepreneuriat, c'est d'abord une énergie pour interagir dans le monde dans lequel on est. Et donc, la réponse qu'a fait Colbert, un entrepreneur est celui qui résiste le plus à l'incertain. Et donc, et finalement, avec 25 ans d'entrepreneuriat, bon, j'ai entrepris la Trait d'Union, mais j'ai d'autres entreprises dans des mondes très variés, très différents. Eh bien, je me dis qu'au fond, c'est ça, plus qu'un rêve, c'est juste de se dire, au fond, comment je gère cette incertitude? Est-ce que l'incertitude est quelque chose qui peut me stimuler? Parce que c'est vrai, l'incertitude, elle est là, sauf alors, même quand on réussit très, brillamment, on a on n'est pas évidemment, voilà, demain, moi, j'ai pas de chômage, je dirais, j'ai des salariés, il y a une incertitude, parce que, voilà, vouloir créer sa propre entreprise dans un monde où tout le monde se concentre énormément, avec parfois une originalité très particulière, c'est encore, voilà, c'est pas simple. Mais, la question est celle-ci: est-ce que finalement cette incertitude je suis relativement à l'aise? Ça ne veut pas dire que c'est très simple, mais ça veut dire que, OK, ça fait partie du deal. Je préfère cette incertitude, par exemple, et cette liberté, à une fonction peut-être plus sécurisante dans un grand groupe ou dans une autre entreprise. Donc premièrement, moi je dirais, c'est d'abord une histoire entre soi et soi. Est-ce qu'au fond, l'incertitude, va être suffisamment neutralisée par le désir, d'accomplir, peut-être autour d'une idée que vous avez? Donc ça, premièrement. Deuxièmement, l'entrepreneuriat, c'est aussi une histoire d'idées. C'est-à-dire que, soit vous rentrez alors entrepreneur au sens de créateur. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'idée et à partir de cette idée-là, voilà, accepter, les aléas du marché, de structurer, interagir avec son marché, le faire évoluer et cetera. Et donc là, bah, effectivement, c'est pas un mythe puisque la preuve, c'est que moi ou plein d'autres, on a, je veux dire avec voilà, avec une idée, une envie, un désir, une super motivation, hein, donc ça s'est fait. Donc la question c'est quelle est l'idée et est-ce qu'au fond, je suis suffisamment motivée pour, voilà, cette idée, la tester dans ce marché avec ce que ça veut dire? Généralement, il faut quand même bien savoir que les 3 à 5 premières années sont rudes, parce qu'il faut trouver sa place dans le marché, il faut vraiment construire sa niche et moi, je sais que c'est par exemple, voilà, c'est ce que j'appelle souvent, j'appelle ça un business de niche et de faille. C'est-à-dire que dans les trucs, j'observe, dans les choses qui ne sont pas calibrées, il y a toujours une place, pour quelque chose d'innovant et donc j'y vais, mais du coup ça fait pas non plus, voilà, on n'est pas sur, des méga entreprises. Donc je dirais rapport à l'incertitude, être au clair là-dessus. S Trouver quand même, vérifier que sa motivation, d'être dans une forme de solitude, parce que c'est un peu ça aussi l'entrepreneur, hein, même si on a des réseaux de pairs, de tout ce que tu veux, il reste que quand même c'est donc comment je me con qu'est-ce que ça dit pour moi? Est-ce que je suis en voilà, est-ce que c'est quelque chose qui me stimule? Troisièmement, je dirais, l'idée est derrière cette idée-là, la motivation. Est-ce que cette idée-là me tient vraiment à cœur? Parce que c'est quelque chose qui signe, ma présence dans le monde, qui signe, ce que j'ai envie de faire, voilà, je dirais. Et c'est et dans ces conditions-là, c'est pas un mythe. C'est pas du tout un mythe. Au contraire, moi je trouve que bon, à mon époque, moi je sais que, j'ai dû être la seule de ma promotion à créer ma propre boîte parce que toute, cette flopée de têtes bien faites partait, dans des structures type banque, assurance et cetera. Moi, j'avoue que j'aimerais bien avoir vos âges pour avoir, tout le travail entrepreneurial, les études qui n'existaient pas du tout à mon époque. Donc je dirais que c'est pas un mythe, mais peut-être faut accéder à sa réalité et vérifier que ce processus entrepreneurial a une vraie et profonde résonance avec soi. C'est hyper, intéressant et ça nous permet justement de nous réaligner avec, ton expérience et ce qui est réellement l'entrepreneuriat. Parce que parfois, on peut avoir cette impression que entre ce qu'on entend et ce qu'on veut nous faire comprendre et retenir de l'entrepreneuriat et ce que c'est réellement, il y a quand même un grand espace, à combler. Et justement, tu as entrepris d'ailleurs un beau projet au-delà de Trait d'Union qui est celui de l'écriture du livre Rebelles, elles sont vos coachs. Donc comme je l'ai, dit au début, tu m'as donné cette opportunité et j'en suis encore reconnaissante
d'accéder à de nouvelles connaissances, mais également à une part de ta vision du monde, hein, qui est vraiment transmise à travers, ton livre, en nous invitant à mieux comprendre l'histoire pour mieux vivre notre temps. Alors au travers de cet ouvrage, tu fais entendre la voix de ces femmes qui ont, plus été invitées à être discrètes, à abandonner lorsque les obstacles semblaient se multiplier. En quoi mettre en avant ces femmes de l'ombre aujourd'hui, est important pour toi? Alors, moi, c'est un travail que je fais de longue date, hein. J'aime cette mise en lumière des discrets, voire des oubliés. Et il se trouve que dans le monde de l'histoire, c'est vrai que la part féminine est assez faible, puisque soit elles sont, alors soit on consacre des biographies ou de longues études historiques, soit parce qu'elles sont, heu, reines, impératrices ou courtisanes. Mais dès qu'effectivement on travaille avec, voilà, des entrepreneuses, des leaders syndicaux, on a beaucoup moins d'archives, hein. Donc, comme disait Michel Perrault, la grande historienne de la condition ouvrière féminine, elle dit: «Au théâtre de l'histoire, les femmes sont ombres légères». Donc moi, j'avoue que, ça fait partie de mon ADN, de mon envie d'aller de mettre un peu de lumière, surtout que la plupart du temps, elles ont vraiment des choses à nous transmettre et enfin, en tous les cas, moi, elles m'ont touchée, ces 6 femmes que j'ai mis 3 ans à écrire, effectivement ce livre. Pourquoi? Bah, parce qu'effectivement les sources historiques sont peu nombreuses. Et encore là, j'ai pris quand même des femmes qui étaient relativement connues, mais enfin certaines oui, fortement, d'autres beaucoup moins. Donc il faut déjà aller, décaver les 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 sources quand elles existent et c'était pour moi aussi une manière de, bon, de rendre hommage à celles qui ont fait de leur œuvre ce que j'appelle, comme disaient les latins, une opéra, c'est-à-dire une œuvre. Elles sont la plupart du temps ni filles d'eux, ni femmes d'eux, c'est-à-dire qu'elles vont alors même si ça veut dire qu'elles n'ont pas d'héritage, patrimonial, culturel, émotionnel, mais c'est des femmes qui vont, sortir des assignations sociales qui leur sont faites, soit par leur famille, soit par l'environnement social, parfois les 2, et qui vont vraiment créer, faire œuvre de création. Donc reprendre, remettre leur pouvoir d'agir au cœur de leur vie et ce, malgré, toutes les difficultés qu'elles peuvent avoir, donc c'est ça qui m'a interpellée, intéressée et c'est ça que je trouve dans une période où on peut être un peu écrasé par, la gouvernance mondiale, enfin l'état du monde dans lequel, il semble aller, bien que ce soit jamais certain, mais quand même, et bien de finalement de se dire au fond, soit je suis écrasée, soit je me redis qu'au fond je peux sortir d'une forme d'impuissance en remettant notre capacité d'agir et pour ça, s'inspirer de femmes qui, dans des périodes aussi difficiles, alors même si c'est pas le même nature de difficulté, elles ont pu se frayer un chemin parfois, je dis pas que c'est un chemin de rose, hein, loin de là, mais en fait un chemin qui a quand même créé, beaucoup de choses, enfin, beaucoup de choses très positives et très inspirantes. Justement, quelle parfaite transition avec ma prochaine question. Alors, personnellement, ce que j'ai adoré et apprécié dans ton ouvrage, c'est cette volonté de prendre exemple, sur ces femmes-là, en expliquant les différentes positions qu'elles ont prises, lorsque justement elles rencontraient des difficultés, mais aussi les choix difficiles qu'elles ont faits, souvent trompées par des dynamiques sociales, notre perception des choses et finalement notre relation à nous-mêmes. Pourquoi, selon toi, il est difficile d'aller à contre-courant, d'oser s'exprimer pleinement? D'une part, c'est peut-être pas socialement, ce qui est stimulé dès l'enfance, et dans notre société, parce que voilà, pour des raisons tout à fait à la fois, on va pas refaire le monde, mais c'est évident que, on est en même temps, c'est la paradoxe, c'est qu'on est dans une ère où le soi a sa pleine importance, et où finalement, bah, pendant des siècles, on était plutôt au service d'un collectif avec des genres et des missions très, orchestrées, hein. Donc si on reprend l'exemple des femmes sur, les 2 derniers, 3 derniers siècles, à quelques exceptions près, effectivement, on est quand même sur une œuvre de procréation principalement et donc ces femmes, elles ont c'est pas qu'elles ont été contre, hein, c'est qu'à un moment donné, le coût peut-être, du renoncement à elles-mêmes, a été jugé trop difficile et c'est ça un peu qui est intéressant. C'est qu'au fond, hem comment, voilà, cet équilibre subtil, hein, qui est comment se sentir bien dans sa vie et en même temps, vérifier que parfois on peut être dans une forme d'assignation sociale si ça convient,
why not? Il s'agit pas de juger, mais il s'agit de bien de se ces femmes-là nous posent la question réellement de, au fond, sur quoi véritablement, tu as envie et tu te donnes ta puissance d'agir. Et donc à partir de là, ces femmes ont trouvé que le prix de l'assignation était trop lourd et qu'elles avaient besoin d'exprimer ce qu'elles étaient, quitte à effectivement, et donc ça, c'est vrai que c'est difficile parce que ça suppose d'avoir l'énergie du combat quand même, pour la plupart d'entre elles. Et en même temps la résilience parce que, on le voit, ben, enfin sur ces 6 femmes dont si on rentre un peu dans le détail, mais je veux dire elles ne maîtrisent pas la destinée et surtout le choix de la période dans laquelle elles sont, quand elles se retrouvent comme une Germaine Tillon au cœur, de Ravensbrück, de camp d'extermination parce qu'elle est résistante. Je veux dire là, effectivement, c'est comment non seulement on travaille, enfin, non seulement le combat est nécessaire pour pouvoir rester tout simplement en vie, et en même temps derrière, comment est-ce que finalement elles se mettent en place une résilience qui va faire qu'elles vont dépasser, ne pas rester dans la haine d'eux, mais au contraire ouvrir leur esprit et leur cœur. Voilà, c'est ça que ces femmes-là nous invitent à faire, parce que la stratégie des combats, ben, on a beaucoup, voilà, c'est dans le monde de l'histoire humaine et lorsqu'il est fait par des hommes, ça on le sait tous, hein, on a tous en tête des grands leaders qui savent combattre et à un moment donné travailler une résilience pour pouvoir continuer à rester dans une qualité d'altérité à l'autre. C'est ça, finalement, si j'avais à résumer, c'est ça qu'elle nous donne, qu'elle nous donne en leçon et comme un chemin à ouvrir qui, pour le coup, résonne particulièrement en ce moment. Et ce sont des points, sur lesquels tu es, revenue à de nombreuses reprises dans le livre pour que justement on vraiment s'inspire de leur comportement et de cette résilience, face, aux difficultés. À la lecture de ton livre, il y a une question, qui m'est restée dans la tête et que j'ai l'occasion de te poser. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les femmes ont autant de chances que les hommes de réussir dans la société? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Alors, on sait que, oui, enfin, si je reprends celles dont on en parle dans le livre, qui sont quand même très centrées sur le 19e et 20e, oui, on a quand même maintenant, ne serait-ce que sur le plan simplement des études, voilà, les femmes peuvent accéder. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres assignations sociales qui font que effectivement on retrouve beaucoup plus de femmes dans les sciences humaines que dans les, carrières scientifiques, voilà, bon, ça c'est encore à déconstruire, bien sûr. Je dirais qu'actuellement, il y a peut-être, enfin, dans ce que je vois en entreprise, il y a à la fois des opportunités et à la fois encore des obstacles. Des opportunités parce que l'élément des MeToo et tout ce qu'on a évoqué quand même, le fait que maintenant, la possibilité, voilà, on met en exergue que les rapports hommes-femmes doivent évoluer, notamment, dans le monde du professionnel où quand même les femmes sont encore payées 20 de moins. C'est dit. Donc il y a je dirais qu'il y a déjà peut-être une prise de conscience. Ça reste encore très peu encore actionné sur le terrain, hein. Quand on regarde tous les conseils d'administration des grands groupes français, la pourcentage des femmes est quand même encore très réduit. Et en même temps, je vois aussi qu'il y a des parcours, on fait, voilà, on fait monter des femmes dans des postes de responsabilité. Il y a en même temps des opportunités qui sont là. Donc j'allais dire qu'il y a et c'est à la fois les 2, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, bien sûr, les obstacles sont là et il ne s'agit pas de les nier, il faut y travailler parce que, voilà, ça, c'est plus acceptable. Et puis en même temps, je pense qu'il y a quand même des opportunités qui peuvent, voilà, avec pour qui a envie, pour qui veut, dans les entreprises actuellement, je vois que les jeunes femmes, voilà, on a quand même, des formations, des talents, après il y a peut-être à revoir ça, mais ça existe, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 40 ans, hein. Donc je dirais que l'évolution, elle est lente, il ne s'agit pas de baisser les bras, il faut toujours avoir la même énergie pour poursuivre, mais on a quand même, tracé, maintenant des bases qui me semblent être intéressantes à consolider et qui existent. J'aimerais, maintenant parler un petit peu plus donc finalement de ton travail au quotidien par rapport à justement l'accompagnement, des managers, des directeurs. Alors lorsque l'on est manager, on apprend pardon, autant sur nous que sur les personnes, que l'on accompagne, et avec qui on est, entouré.
On a fait pardon, un constat assez intéressant. On observe que le monde du travail tend à renouveler ses codes, réfléchis, par une nouvelle génération qui est la Gen Z dont on parlait déjà tout à l'heure. Alors on parle de nouvelles règles, de nouvelles attentes, de nouveaux comportements et attitudes qui chamboulent finalement la vision, du travail que la génération précédente a. Et ça pose, problème, surtout lorsque l'on constate que les attentes qu'ont ces générations envers le travail sont différentes. Alors, lorsque dans une entreprise qui est déjà, on va dire, installée depuis pas mal d'années, on fait face à, on va dire, ce choc générationnel, comment un manager peut faire en sorte de détendre l'atmosphère et de inviter les gens à collaborer malgré, on va dire, cette différence d'alignement pour faire en sorte de conserver une bonne ambiance générale au sein de l'entreprise. Alors, c'est vrai que moi je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe et que les jeunes là nous invitent à repenser les politiques RH. En tous les cas, bon, moi je ne suis pas des RH, mais voilà, c'est vraiment intéressant parce que, et je le vois avec à la fois bah, ceux que je côtoie dans la vie professionnelle et mes propres neveux, nièces et enfants. Heu, Qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, ils ont besoin, vraiment maintenant d'un travail de coopération, plus que d'être un collaborateur sur lequel à qui on va solliciter son expertise. Ils ont besoin donc qu'ils soient embarqués, coproducteurs, d'une vision, ça et qu'ils soient, à la fois, même si effectivement en termes d'expérience, il y a encore beaucoup à apprendre, mais qu'ils soient acteurs d'eux. Plutôt que, des fiches de poste à qui on leur dit: «Vous devez faire ci». Et donc ça, ce que je fais dans mes accompagnements, je développe, et on l'a développé avec une collègue, qui est, chercheur en neurosciences, où on a mis en place, et bien, justement des processus de coopération, plus que de collaboration, au sens où coopérer, ce qui veut dire comment est-ce que d'une part, on développe une capacité d'écoute et c'est intéressant d'écouter, à la fois que les jeunes puissent écouter des générations plus avancées et l'inverse. Comment est-ce qu'on jardine nos désaccords? Oui, OK, on a des accords, mais comment, au lieu, de considérer le conflit comme étant une, chose soit à éviter, soit à gérer, comme on dit, hein, on fait beaucoup de management, de formation sur gérer les conflits. Moi, je dis que les conflits, c'est la base d'une bonne coopération. Pourquoi? Parce que quand on regarde que si le conflit peut être regardé comme étant quelque chose qui peut-être la personne porte une objection. Alors, une objection, c'est quoi? C'est pas forcément j'aime pas. Ça, c'est autre chose. C'est un sentiment, c'est pas la même chose, ou un jugement. Mais si l'objection, elle porte sur je pense qu'on va droit dans le mur avec ce projet-là parce que c'est pas stratégiquement important pour notre équipe ou notre entreprise, ou mon objection, c'est que moi, je ne me sens pas les moyens de pouvoir, assumer cette décision. Là, l'objection devient intéressante. Donc je pense que c'est dans les enjeux managériaux, c'est quand même, les jeunes c'est comment ces jeunes-là et les moins jeunes d'ailleurs, peuvent se réapproprier, les conflits comme étant des leviers de coopération. Et voilà, dans les accompagnements que on fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, la coopération, la base du conflit là est une bonne base de coopération pour ensuite, développer un dialogue qui soit plus coopératif sur, là encore, permettre à la personne d'exprimer, peut-être ses intérêts, ses enjeux, plutôt que, de lui imposer, voilà une vision dans laquelle, elle s'y retrouvera pas effectivement avec les risques qu'on voit et les jeunes là-dessus, vous êtes, tout à fait intéressants. C'est que ça vous convient pas, bah, vous prenez vos clics et vos claques et ça déroute beaucoup bon nombre de DRH qui, estiment que la fidélisation est qu'enc est nécessaire et peut-être que c'est justement intéressant d'observer le pourquoi pourquoi ces fonctionnements-là anciens ne sont plus là et pourquoi et comment est-ce qu'on peut développer véritablement une meilleure compréhension des uns et des autres. C'est très important ce que tu soulignes parce que finalement, c'est un travail qui est à faire des 2 côtés, tant de l'ancienne génération que de la nouvelle et pour être entouré justement de personnes qui soit sont en alternance ou certains sont déjà, en CDI, c'est un sujet qui revient, souvent lors de nos discussions, justement un peu ce choc générationnel, comment on le vit chacun de notre côté et c'est intéressant de voir que, par exemple, en fonction du développement d'une entreprise, on peut plus ou moins être déjà sensibilisé à ce sujet ou pas.
En tout cas, ce que j'observe autour de moi, c'est qu'il y a une réelle volonté, je dirais même une audace de la part de la nouvelle génération de faire, de partager leur point de vue lorsqu'il s'agit de projets à guider, et de pas simplement juste, être là parce que je suis payée et parce que j'ai un rôle à jouer, mais surtout parce que je veux faire entendre ma voix. Comment on explique justement cette recherche de quête de sens dans le monde du travail que peut-être on n'avait pas forcément ou peut-être on était moins sensible à l'époque? Alors, c'est vrai que, peut-être, je dirais dans ma génération, c'était peut-être pas forcément la question, cruciale, quoique, c'était presque une question liée, à l'humain, hein. Quel sens, comment j'interagis, dans quel sens, le monde va et en quoi ça m'interpelle? Je Cette recherche de sens, c'est peut-être aussi lié à, enfin, en tous les cas, c'est une hypothèse, mais le monde s'est largement complexifié. On n'est plus sur un monde, type, guerre froide où vous aviez, voilà, 2 blocs qui s'affrontaient. Le monde s'est véritablement complexifié, mondialisé, ouvert et donc l'opportunité de choix, de découverte est infinie. Voilà, avec les nouvelles technologies, l'IA, enfin bon, ça donne le vertige. Du coup, l'enjeu quand même, c'est de se dire: «Au fond et moi dans tout ça?» Et ce besoin de sens, c'est aussi sur le plan, enfin, quand on travaille avec des chercheurs en neurosciences, ils le disent, hein, dans les fonctions cérébrales les plus élevées, c'est ce besoin, enfin ce sens doit être activé pour derrière mettre en place toute la logique de mémoire, de compréhension. Donc quelque part, ça fait partie de notre base de cerveau humain, et ce qui est intéressant là, c'est que dans un monde qui est extrêmement pluriel, eh bien les générations là, vous nous demandez au fond de redonner et c'est on a tous besoin à l'échelle humaine de récits. C'est quoi le récit collectif vers lequel, on est en train d'aller? Vers quoi notre monde va, notre France, notre Europe? Et je trouve que, c'est en fait, alors bien sûr, c'est vous qui l'incarnez peut-être un peu plus maintenant, mais au fond, c'est une question qui touche tout le monde et probablement une des enfin, en tout cas, une hypothèse, c'est que le fait de plus avoir de grands récits, fondateurs communs, qui seraient, voilà, qui mobilisent, que ce soit en entreprise ou que ce soit de façon plus vaste dans notre société, c'est probablement là qu'il y a des choses à faire, des efforts à faire pour, bah, on a besoin d'être embarqué, on a besoin de savoir où on va. Ça, c'est la nature humaine et ce qui est intéressant là, c'est que c'est vous qui pointez, enfin, quand je dis vous, c'est votre génération, mais parce qu'évidemment, on n'est pas de la même génération, mais c'est cette dynamique-là que je trouve, moi, finalement, très réveillante, très stimulante et nécessaire et c'est bien lié, au fond, à notre nature humaine, bien au-delà des histoires de génération et d'âge. Alors là, on parle de, justement gestion de conflits. À l'échelle de son entreprise, Anne Trait d'Union, peut-être face à la gestion de conflits ou d'autres, peut-être thématiques, comment vous accompagnez, les managers et les directeurs? Alors, bah, c'est ça il y a des aspects très différents, hein, mais voilà, souvent, effectivement, ça peut être, au début d'une constitution d'équipe, quand il s'agit de justement de mettre en harmonie et en ligne et en marche, je dirais, une équipe qui a besoin de comprendre où elle va. Donc souvent, nous, on fait ce qu'on appelle des séminaires, j'appelle ça fondateurs parce qu'on essaye justement de travailler sur à la fois l'expression de voilà, la vision qu'ils ont pour arriver à une vision commune, plutôt qu'une vision qui est définie et qui cherche à être intégrée par l'ensemble des collaborateurs. Là, c'est plutôt l'inverse. Toujours l'idée, c'est que pour pouvoir fonctionner avec des individus de façon pertinente, efficace, il faut les rendre acteurs. On a besoin d'être curieux, on a besoin de beaucoup de choses, hein, mais en neurosciences, on le sait, hein, pour rentrer, c'est de la curiosité enfin, et d'être acteur au sens cognitif, au sens action. Donc, tous les séminaires que j'organise vont être centrés sur voilà, comment est-ce qu'on remet au cœur l'action, enfin, la possibilité d'agir et donc de réfléchir ensemble. Et la plupart du temps, c'est des moments où on va co-définir une feuille de route avec l'ensemble de l'équipe pour orchestrer évidemment énergie et action de l'entreprise ou du service. Et souvent, j'utilise à la fois des outils issus des neurosciences parce qu'on sait, voilà, par exemple, travailler sur les enjeux de peur, de résistance,
parce que le cerveau humain, quand il est dans une forme de stress, a beaucoup de difficultés à être, créatif et audacieux. Et puis, je donne souvent des exemples tirés de l'histoire où j'emmène les gens dans les lieux, pour s'inspirer d'une histoire qui leur ressemble et qui en même temps, voilà, leur donne de l'inspiration pour passer le cap dans lequel ils sont. Ça peut être, voilà, des histoires qui vont concentrer, à la fois le vers où ils veulent aller. Voilà. Donc ça, c'est des types d'accompagnement. Au-delà de ça, c'est beaucoup d'accompagnement individuel aussi, des coachings donc à la fois de managers, ou d'équipes qui peuvent être dans des moments d'instabilité, de conflit, de résistance. Et là, il s'agit de faire de la remédiation pour que les gens puissent de nouveau être en capacité de se parler, de dialoguer, et donc du coup d'agir et de produire ensemble. Ça peut être aussi des formations, voilà, où on a par exemple des enjeux de montée en compétences, où là il s'agit d'accompagner, par exemple sur tout ce qui est autour, hein, du facteur humain, donc les postures de leadership, les enjeux, les formations de management sur le conflit, sur le stress, sur la coopération, sur l'intelligence collective, la gestion de projet. Voilà, c'est ce type. Donc c'est assez varié et surtout ça part tout de suite d'un besoin donc qui doit être identifié par la personne, enfin par le manager pour voir, voilà, quelle est ses situations actuelles, vers où il veut aller en situation désirée. Et moi, je suis une architecte un peu à la fois pédagogique qui maille plusieurs ressources pour que, voilà, il y ait, voilà, cette, on va dire ces prises de conscience nouvelles, ces compétences peut-être nouvelles mobilisées. Alors, il y a un point très intéressant que tu as relevé, c'est créer un récit collectif qui puisse justement entraîner tout le monde. Je trouve ça très intéressant et tout aussi challengeant parce que par exemple, lorsque là on parle du choc générationnel, bah, on peut en fait être amené à se demander si ce même récit, en fonction des attentes qu'une personne de la génération Y aurait et les attentes qu'une personne de la génération Z aurait, en fait, comment nous assurer cet alignement. Parce que, par exemple, lorsque l'on est dans un milieu qui est déjà, par exemple, enfin, qui est déjà posé depuis pas mal d'années, où on grandit dans une hiérarchie, une structure déjà très imposante, et qu'on est, par exemple, quelqu'un issu de la génération Z, on peut justement voir directement les difficultés d'évolution et surtout les difficultés pour trouver sa place finalement au sein de cette entreprise. À ce moment-là, on pourrait parler de deux types de motivations différentes, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Quand la motivation extrinsèque n'est pas là, est-ce que selon toi, la trouver à l'échelle individuelle, c'est suffisant pour évoluer et avancer malgré les difficultés? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Il y a d'une part déjà trouver sa place dans une structure bien établie, puisque c'est quand on devient salarié, c'est souvent le cas. Donc là, effectivement, c'est, la capacité, enfin, c'est souvent là où on essaye d'aider les personnes à bien observer, l'environnement et de voir dans cet environnement, au fond, par rapport à leurs, talents, la façon dont ils peuvent les exprimer. Ça, c'est un premier point. La deuxième, c'est que effectivement, dans les métiers que vous allez, puisque vous êtes une génération où vous changerez probablement entre 4 et 5 fois de métier. Bon, même si, moi je ne fais pas partie de vos générations, mais malgré tout, j'ai fait la même chose. Mais voilà, donc du coup, il y a savoir c'est finalement qu'est-ce dans un métier, c'est vrai que c'est intéressant de bien évaluer, ce qui vous fait profondément, qui vous donne profondément un sentiment de satisfaction. Pourquoi c'est important? C'est ce qu'on appelle dans nos neurosciences la motivation profonde ou intrinsèque, c'est-à-dire un métier où quand vous allez, au bureau, même si c'est pas 100 du temps, mais que vous ayez le sentiment d'avoir quelque chose qui vous nourrisse, qui vous donne, du plaisir et qui vous recharge en énergie. Ça, on le sait en neurosciences, c'est que quand on a enfin, il faut à peu près entre 30 et 40 de ces motivations qui puissent s'exprimer dans votre vie, d'une façon ou d'une autre, pour, je dirais, garder une santé mentale relativement satisfaisante, pour aussi potentiellement éviter un peu le burn-out. Donc la question là, c'est vrai que dans le monde est tellement ouvert, vous avez tellement d'opportunités que c'est pas simple de pouvoir essayer et c'est pas assez simple pour personne d'ailleurs, de pouvoir trouver ce qui vous rend vraiment, je dirais, vivant. Et pour ça, le mieux c'est d'expérimenter.
j'allais dire que voilà et le fait que vous ayez peut-être, une tendance à faire quelques missions, 1 an, 2 ans, puis changer, moi je trouve ça plutôt intéressant parce que comment trouver ce qui est vraiment, ce qui résonne vraiment en soi si on n'expérimente pas? C'est pas conceptuel, c'est pas quelque chose qui va, vous tomber du ciel, ça c'est quelque chose qu'on doit aller chercher au fond de soi et puis, faut bien le dire, on n'a pas eu dans notre fonctionnement, éducatif, on est peu, et c'est moi c'est j'appellerais ça de mes vœux, c'est que, on a de l'éducation civique, on a de l'éducation on a des sciences de la SVT. Moi, je dirais qu'il faudrait maintenant avoir une vraie capacité à se connaître cognitivement, c'est-à-dire vraiment avoir voilà, une éducation cognitive, comprendre qui on est de notre fonctionnement cérébral pour aider au fil du temps à finalement comprendre l'interaction que l'on a avec les autres. Ça serait pour moi aussi important que le latin, le grec et les langues. Mais bon, je suis pas ministre de l'Éducation, donc alors en synthèse, voilà, c'est intéressant d'expérimenter et de voir comment dans ce travail-là, vous pouvez récupérer 30 à 40% du temps où vous vous sentez vraiment bien, vivante, remplie de satisfaction, même si, encore, ça n'a rien à voir avec les résultats que vous produisez, mais quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir. Et ça, je pense que ça, c'est un message important à garder, parce que c'est ce qui va peut-être aussi permettre qu'au fil de vos évolutions, eh bien, vous puissiez garder une forme d'enthousiasme, d'envie, d'énergie, voilà, quels que soient les environnements et les difficultés. Cette discussion est très, très intéressante et bah, ces points, c'est vraiment des points d'actualité. On cherche nos repères, en tant que jeunes dans ce monde justement où on a l'impression que tout va beaucoup trop vite et j'invite sincèrement, nos auditeurs à te suivre parce que tout ça, tu en parles, que ce soit, sur le site internet Trait d'Union ou même, toi personnellement, sur LinkedIn. Alors nous arrivons, à la fin de cet épisode. Anne, je te remercie énormément pour cet échange, pour cette opportunité que tu m'as donnée de pouvoir partager tes connaissances, tes compétences et finalement bah, une partie de toi à nos auditeurs. Alors tu as l'opportunité, Anne, de laisser ta trace dans ce podcast en choisissant 3 choses qui nous feront rappeler directement à toi une citation ou un proverbe qui t'est cher ou du moins qui te définit, ton livre favori et un lieu qui justement a une signification particulière pour toi. Ça peut être un endroit, une ville, un pays. Partage-nous ça. OK, alors la citation que j'aime beaucoup, et qui a beaucoup, qui guide ma vie, hein, et qui est issue justement de ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire un collectif, d'individus, hommes et femmes, conscients de ce qu'ils sont et qui vont vers une forme de partage. C'est, les compagnons qui disent: «Ne pas se servir, ne pas s'asservir, mais servir». Voilà, ça c'est une citation, qui moi m'est chère. Le livre, alors moi j'ai un auteur que je lis tous les jours, et qui m'inspire énormément, c'est Stefan Zweig. Alors j'allais dire voilà, c'est plus un auteur parce que tous ses livres, bon là je viens de finir Le combat du démon qui est très intéressant sur 3 personnages, mais voilà, j'aime cette façon assez sensible de rentrer dans le comportement humain, d'avoir une finesse d'analyse avec à la fois de la puissance d'analyse et de la vraie sensibilité poétique. Donc, ce serait plus un auteur. Et un lieu qui m'inspire, alors moi, c'est les lieux des grands, grands espaces et c'est probablement voilà des lieux de montagne où voilà et un lieu en particulier, voilà, quand j'ai eu la chance de partir au Népal, voilà, c'était à 3 500 mètres d'altitude, un monastère au pied de quasiment avec tout l'Himalaya devant là, dans cette montée vers le camp de base de l'Everest. Ce lieu-là, j'y retourne souvent quand, voilà, quand c'est un peu difficile et compliqué parce qu'il y avait une forme de lumière et de paix, voilà, parce que, beaucoup de voilà, un lieu énergétique très puissant et puis une remise un peu à l'échelle de tous notre petit parfois nos agitations humaines qui dans le vaste monde et ces montagnes magnifiques, finalement sont à remettre à leur juste milieu, c'est-à-dire rien de grave, voilà et plutôt en essayant d'être, un peu humble face à tout ça.
Merci beaucoup Anne pour ce partage. Personnellement, je vais ajouter Stéphane Zweig dans ma liste, d'auteurs à lire. Merci beaucoup pour ton temps et puis, bah, on te suit, de près, que ce soit, au travers de tes projets, de ton entreprise Trait d'Union et puis, bah, sinon personnellement, notamment sur LinkedIn. Merci beaucoup Anne. Ça a été un plaisir, Tacine. Merci à toi.